Bonsoir, entrons dans le temps du débat sur France Culture comme tous les soirs entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, la Manche doit-elle redevenir une frontière? Il y a 20 ans, jour pour jour, ouvrait le camp de Sangatte, près de Calais. Aujourd'hui, le port de Calais et celui de Dunkerque accueillaient une expérimentation grandeur nature d'un trafic transmanche à l'heure du Brexit sans accord. Ces deux faits d'actualité à 20 ans d'intervalle nous ont donné envie de nous interroger sur cette mer qui sépare les îles britanniques du continent. Un lieu qui a, au fil des siècles, été tout autant un obstacle qu'un pont entre deux rives. La Manche va-t-elle redevenir une frontière? C'est la question que nous allons poser ce soir à nos 4 invités. Une philosophe de terrain, Sophie Gigot, un historien, Fabrice Ben-Simon, le président de la Chambre de commerce franco-britannique, Thierry Drillon, ainsi qu'une économiste, Catherine Mathieu. La douane et les ports se préparent à un Brexit sans accord, en concevant une solution technologique pour créer une frontière intelligente. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne signifie un rétablissement des formalités et des contrôles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, qui s'effectuent nécessairement en frontière, et des formalités et des contrôles douaniers. Ces contrôles nouveaux ne doivent pas saturer les infrastructures ni entraver l'attractivité du territoire français. C'est pourquoi la douane met en œuvre une frontière intelligente qui repose sur 3 principes: anticipation, identification, automatisation. Voici donc le clip réalisé par les douanes sur le dispositif dit de frontière intelligence testé en vue d'un éventuel Brexit sans accord. On entend une voix presque métallique, peut-être une voix d'ailleurs qui n'est pas tout à fait humaine, qui nous explique justement ce qu'est ce Brexit sans accord et surtout cette frontière intelligente qui va être mise en œuvre s'il n'y a pas Brexit et accord sur le Brexit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous êtes président de la Chambre de commerce franco-britannique, Thierry Drillon, ce qu'on entend par frontière intelligente? Alors vous savez, il y a tellement de sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Je pense que l'idée de la frontière intelligente est finalement de rendre possible cet accord d'il y a plusieurs mois qui avait été validé entre Theresa May, qui à l'époque était à la tête du gouvernement britannique, et puis l'Union européenne. Et le sujet qui était un sujet difficile, qui était le sujet que vous avez rappelé de la frontière avec l'Irlande. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train de regarder, ils sont en train de regarder comment rendre cette frontière intelligente en utilisant notamment les outils numériques et comment en essayant aussi de décaler ces aspects douaniers pour rendre les choses possibles et rendre l'accord qui avait été pré-négocié applicable et faisant en sorte que globalement, je voudrais juste rappeler un chiffre, l'ensemble des transactions économiques entre la France et le Royaume-Uni, c'est 94 milliards d'euros. Donc ce sont des montants qui sont absolument astronomiques et à la clé, évidemment, des emplois extrêmement importants. Alors, évidemment, ça, c'est pour les marchandises essentiellement, même s'il y a beaucoup de personnes qui traversent le Channel pour pouvoir justement travailler d'un côté ou d'autre de cette Manche. Mais quand on parle de philosophie de terrain, Sophie Gigot, on peut se dire que s'il y a une frontière intelligente aujourd'hui ou demain, c'est peut-être parce qu'elle ne l'était pas tant que ça auparavant. Vous avez témoigné aux frontières de la démocratie, de Calais à Londres sur les traces des migrants, chez Le Bord de l'eau, un livre qui vient de sortir, de ce qu'était pour les hommes qui n'étaient pas autorisés à passer cette frontière, ce qu'était déjà cette frontière de la Manche pour tous ceux qui se retrouvaient à Calais en attente de passer de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire que depuis les accords du Touquet, donc en février 2003, la Grande-Bretagne a fait des accords avec la France pour externaliser la sécurisation de la frontière. Externaliser du territoire britannique. Tout à fait, ce qui s'est fait dans un mouvement global pour toute l'Union européenne. On l'a fait avec la Turquie, on essaye de le faire avec les gardes-côtes libyens, sauf que là, c'était au sein quand même de l'Union européenne et ça a donc fait l'objet d'un accord bilatéral. Et du coup, la question de la frontière, elle a très vite été pour qui ? C'est-à-dire non pas pour les citoyens européens qui peuvent simplement avec leur carte d'identité nationale et sans demander de visa aller circuler librement jusqu'en Angleterre, mais pour les non-européens
on s'est retrouvé dans une situation de blocage progressivement de plus en plus intense à cause de ces nouvelles technologies qui caractérisent cette intelligence de la frontière. C'est une intelligence technologique aussi. Alors c'était en 2003, ces accords du Touquet, c'était même pas 10 ans après cette archive, Elisabeth II et François Mitterrand, lors de l'inauguration du tunnel sous la Manche. C'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l'avion. Ce nouvel axe de communication préfigure de manière exemplaire une Europe à la pointe de la technologie. Elle pourrait faire tellement plus, unie et solidaire. Here we go. C'était donc en 1994, le 6 mai 1994, à l'occasion de l'inauguration du tunnel sous la Manche. Fabrice Ben-Simon, vous êtes avec nous. Vous êtes spécialiste des relations franco-britanniques en tant qu'historien. Vous avez beaucoup travaillé sur ces passages de la Manche. Cette Manche a toujours été d'une façon ou d'une autre une frontière, mais la frontière n'est pas la même quand on parle des hommes, quand on parle des animaux, par exemple, pour les questions de vaccination à partir du 19e siècle, ou quand on parle des marchandises. Et il y a toujours une sorte de respiration à alterner entre justement le type de personnes ou de marchandises qui traversent la Manche. Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours eu des circulations très importantes à travers la Manche. Aussi, la Manche est aussi un espace de circulation entre la mer du Nord et l'Atlantique, mais entre la France et la Grande-Bretagne, toujours énormément de circulation, y compris beaucoup de vagues d'exil depuis la France, depuis les Huguenots, en passant par la période de la Révolution française, des révolutions de 1848 ou de la Commune de Paris, jusqu'à Zola qui va à Londres pendant l'affaire Dreyfus. Et c'est vrai que ce qui est frappant en entendant à la fois les reportages et les propos que tenait la reine Elisabeth il y a quelques instants, c'est le contraste entre, d'une part, aujourd'hui, la très grande porosité commerciale et la très grande fluidité des relations économiques, et puis le fait que progressivement, de façon de plus en plus difficile, de plus en plus hermétique, pour une catégorie de population qui sont les migrants non européens, comme le disait Sophie Gigot, cette frontière s'est refermée et est devenue extrêmement difficile à franchir, avec là aussi des technologies toujours plus sophistiquées pour empêcher les hommes de passer la Manche. Oui, par exemple, aujourd'hui, à l'occasion justement de ces essais pour savoir comment se passera un Brexit sans accord du côté de Calais ou de Dunkerque, on a inauguré un système de surveillance par drone des clôtures périphériques du site Transmanche. Donc on voit effectivement qu'à chaque fois, on augmente encore le caractère sécuritaire de ce passage pour ceux qui n'y sont pas autorisés. Catherine Mathieu, effectivement, cette économie d'un côté et ce passage des individus de l'autre, ça pose une question sur comment peut-on faire autant de passages de marchandises, autant de valeurs et de richesses qui traversent la Manche, tandis qu'il y a autant de difficultés pour ceux qui peut-être représentent moins de valeur aux yeux de ceux qui organisent la frontière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne, il doit respecter ce qu'on appelle les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, c'est-à-dire la liberté des services, la liberté des capitaux, du travail et des personnes. Oui. Les personnes étant les personnes de l'Union européenne, dans le sens des libertés. Alors la question qui se pose aujourd'hui, particulièrement dans le scénario d'une sortie sans accord du point de vue économique, c'est que si le Royaume-Uni sort sans accord, il faut remettre une frontière entre le Royaume-Uni et les autres pays de l'Union européenne. Actuellement, les marchandises traversent la Manche sans contrôle particulier, surtout sans droit de douane. On peut commencer par ce point-là, qui est en fait le point le plus simple, on va dire, et celui qui pose effectivement question s'il y a une sortie à court terme, s'il y a une sortie sans accord. Il faut rappeler qu'il y a 5000 poids lourds qui passent par jour, je crois, d'un côté et de l'autre de la Manche. Il y a un élément très important, effectivement, de la géographie du Royaume-Uni, qui est une île, et donc, effectivement, le transport de marchandises, si on s'intéresse pour l'instant à la question des marchandises, se fait essentiellement en traversant la Manche ou par le tunnel sous la Manche dont vous parliez dans le reportage tout à l'heure. Alors aujourd'hui, ce trafic se fait de façon fluide parce qu'il y a
peu de contrôles. Mais en fait, si demain ou si le 31 octobre, le Royaume-Uni sort sans accord, en principe, l'Union européenne doit remettre en place des contrôles douaniers. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de simulations qui ont été faites de ce côté de la Manche comme au Royaume-Uni pour voir ce que ça représenterait. Alors, on parle de durée possible, de files d'attente de plusieurs heures, des camions pour pouvoir traverser la Manche allant à plusieurs jours. Tout ça, effectivement, à très court terme, ça pose une question parce qu'on doit... C'est pour ça que la question que vous posiez en introduction sur la frontière intelligente se pose. Il s'agit de permettre aux camions de passer continuer le plus vite possible. À passer le plus vite possible et donc l'essentiel des formalités soit fait avant le passage. Oui, parce que tout de même, Gérard Darmanin, notre ministre de l'économie, nous a expliqué toute fin août et début septembre qu'on pourrait toujours commencer justement avec la Grande-Bretagne, mais que selon les règles de l'OMC, c'était comme si on avait l'Afrique du Sud à notre porte, en l'occurrence Thierry Drillon, parce qu'il y a plus de 20 000 entreprises françaises qui exportent, plus de 100 000 qui importent depuis la Grande-Bretagne, et que tout cela est compliqué à gérer. Il faut donc mettre en place cette fameuse frontière intelligente. Est-ce qu'on aura l'Afrique du Sud à notre porte si on met une frontière entre les deux ? Je laisserai Monsieur le ministre parler de l'Afrique du Sud et faire ce type de comparaison. Je crois beaucoup plus au fait. Vous savez, le dirigeant d'entreprise que je suis, la Chambre de commerce franco-britannique, c'est 2000 entreprises, petites, moyennes et grandes. Lorsque on parlait tout à l'heure des transactions et des personnes, ce sont 36 millions de personnes qui font la traversée entre la France et le Royaume-Uni par an. 36 millions de personnes. Et évidemment, aujourd'hui, dans la mesure où le Royaume-Uni fait partie de l'Europe, eh bien, il y a un certain nombre de procédures douanières qui sont simplifiées, etc. Demain, en fonction des accords, ces procédures seront potentiellement renforcées. Je voudrais juste quand même attirer votre attention sur deux choses. D'abord, je pense qu'il faut éviter de se faire peur dans le noir. Ah ben, je ne fais pas à personne, C'est-à-dire que... je n'ai pas peur dans le noir ni dans le jour. Non, mais j'entends beaucoup de chiffres sur des queues, j'entends beaucoup de chiffres sur ça va être un cataclysme, etc. etc. Je n'y crois pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes optimiste, vous êtes euro-optimiste en l'occurrence. Mais pas du tout, parce que je crois qu'il faut être factuel. Le gouvernement français travaille depuis 3 ans sur le sujet. C'est 700 douaniers complémentaires qui ont été recrutés sur 3 ans, qui vont permettre, et des vétérinaires, etc., qui vont permettre d'accompagner quelque part ce qui serait une situation la pire, auquel je ne veux pas croire encore aujourd'hui. Et puis après, c'est un ensemble de procédures, on a parlé tout à l'heure de numérisation, qui ont été mises en place, qui permettent d'anticiper un certain nombre de choses. Donc, je ne veux pas croire que la politique du pire soit devant nous. Je pense qu'un certain nombre de solutions arriveront, mais nous ne sommes pas encore à un non-accord aujourd'hui. On n'y est pas encore, effectivement, avec ce qui s'est passé tout récemment, puisqu'on a appris effectivement que la Cour constitutionnelle britannique avait retoqué la suspension du Parlement britannique voulue par Boris Johnson. On ne sait pas d'ailleurs ce qui va advenir dès demain. Sophie Gigot, tout de même, cette question pose la question de savoir s'il peut y avoir pire que la frontière qui existe aujourd'hui pour ceux qui vous ont préoccupé depuis longtemps en tant que philosophe de terrain, c'est-à-dire pour les migrants que vous avez suivis, et ce groupe de migrants en particulier qui étaient syriens, irakiens, soudanais, il y avait aussi des Éthiopiens, beaucoup, qui donc vous avez suivis en tant que philosophe de terrain du côté de Calais, puisque ce que vous décrivez, c'est très dur. Ce que vous décrivez, c'est aussi beaucoup de déception quand ils arrivent, pour certains d'entre eux, de l'autre côté. Ils sont parvenus à passer la Manche, le Channel, mais ils ne sont pas très contents de ce qui se trouve du côté de l'Angleterre. Est-ce qu'on peut faire pire comme frontière que celle qui existe aujourd'hui ? Pour eux, en tous les cas. Alors, je dirais 2 choses. D'abord, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la question du contrôle de la frontière me paraît être dressée comme un épouvantail. C'est-à-dire que, effectivement, ce contrôle a été anticipé. Et les camions sont déjà contrôlés. Pas effectivement pour les taxer ou pour contrôler uniquement les marchandises, effectivement pour détecter voir si les gens ne montent pas dedans. Les passagers clandestins. Mais les technologies, elles sont déjà mises en œuvre. Et le personnel est quasiment déjà là, même s'il y aura peut-être besoin d'un petit peu de renfort, effectivement. Donc il y a un scanner pour détecter les battements du cœur, il y a le détecteur de CO2, ce qui rend cette frontière extrêmement violente pour les personnes qui essayent de la traverser.
traversée. Effectivement, il y a toute une nécrologie de cette frontière. 200 morts, plus de 200 morts en 20 ans, c'est ça? Voilà. Et on sait que l'un des arguments de la coopération franco-britannique en termes de surveillance de la frontière, c'est de ne pas faire de la Manche une nouvelle Méditerranée avec les naufrages effectivement spectaculaires que l'on connaît, mais de manière beaucoup plus discrète, parce que effectivement à Calais, tout relève de l'invisibilité. De toute façon, cette frontière tue, et elle tue par le fait que les migrants qui essayent de passer tombent des camions, étouffent, meurent d'asphyxie parce qu'ils essayent d'échapper à ces scanners, etc. Donc, je ne crois pas qu'il puisse y avoir plus de contrôle. C'est vrai qu'on est dans un fantasme du contrôle absolu qui fait qu'en janvier dernier, lorsque les deux ministres de l'Intérieur se sont rencontrés, l'Angleterre a à nouveau mis sur la table 7 millions d'euros pour financer des drones supplémentaires, des forces de police supplémentaires, des caméras supplémentaires, mais on est dans une surenchère de la surveillance qui est déjà intense. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un pêcheur britannique du port de Douvres qui est extrait d'un reportage de la radio-télévision suisse du 8 septembre dernier. C'est aussi régulier qu'une horloge. S'il fait beau, il y a 99,9% de chances que vous voyez ici un bateau de migrants, ou alors on va en entendre parler sur la radio du bateau. Quand je les ai vus de mes propres yeux, j'ai réalisé à quel point il faut être désespéré pour quitter la plage au milieu de la nuit avec une famille. Les gens semblent croire que parce qu'on va sortir de l'Europe, le problème de l'immigration va s'arrêter. Eh bien, c'est très naïf. Fabrice Ben-Simon, on sait qu'on a retrouvé du côté de Londres, dans l'embouchure de la Tamise, une barque qui permettait de traverser la Manche du temps du Néolithique, une barque assez complète qui a permis d'ailleurs de faire une reconstitution récente et qui permet aujourd'hui de voir qu'on peut traverser la Manche à des périodes aussi anciennes. On sait qu'on a des témoignages qui permettent de savoir par l'archéologie que des gens venus de la Bavière sont enterrés près de Stonehenge, et tout ça à des époques très très anciennes. Ça montre bien qu'effectivement cette frontière de la Manche était bien une frontière, mais c'était aussi un lieu de passage qui était fréquenté très régulièrement par des commerçants, par des passeurs déjà, et par des contrebandiers. Beaucoup, vous avez travaillé par exemple sur la contrebande de la dentelle qui a permis à Calais de devenir une capitale de la dentelle, mais qui au départ venait d'Angleterre, cette dentelle. Oui, en effet, il y a toujours eu énormément de circulation, comme on le disait. Et par exemple, au début, y compris pendant les guerres napoléoniennes, il y a des circulations de pêcheurs, de commerçants, il y a des contrebandiers. Et la dentelle... Le fameux blocus n'était pas aussi complet qu'on pouvait l'imaginer. Non, ce n'était pas un blocus infranchissable. Et par exemple, la dentelle de Calais, donc, qui s'est développée... disons à la fin des années 1810 et dans les années 1820-1830, c'est une dentelle d'importation très largement, de machines, d'artisans, de savoir-faire. Pour des raisons fiscales d'ailleurs beaucoup, c'est-à-dire qu'il était plus simple pour les... Voilà, dans la mesure où il y avait des barrières douanières importantes à l'entrée des produits britanniques sur le sol français, il était plus simple pour des artisans britanniques de s'installer en France et d'y fabriquer les produits qu'ils ne pouvaient pas exporter. Donc on démontait les métiers, on les transportait par contrebande et on les remontait du côté de la France. Et on les installait dans le nord de la France, et ensuite on pouvait produire pour le marché français. Donc c'est vrai qu'il y a toute une... cette histoire, quand elle est mise en balance avec les discours sur le fait que les frontières vont être fermées, qu'on va endiguer l'immigration, parce que c'est un discours qui est très prégnant en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une grande hypocrisie, beaucoup de démagogie, une démagogie dont en fait les malheureux dont parlait le pêcheur qu'on a entendu sont les premières victimes. Et il y a fort à croire que, en fin de compte, même s'il est bien difficile aujourd'hui de savoir quelle forme va prendre ou ne va pas prendre le Brexit, qu'en fin de compte, les flux financiers et commerciaux, les flux de capitaux ne soient pas affectés, parce que de part et d'autre de la Manche, il y a des intérêts puissants pour qu'ils ne le soient pas, mais que par contre, les circulations humaines, elles le soient. Catherine Mathieu.
Alors sur la circulation, la question des circulations humaines, quand même, je rappellerai que dans le débat britannique autour du référendum, la question de l'immigration portait vraiment sur la question de l'immigration en provenance de l'Union européenne, du fait que justement les Britanniques devaient entre guillemets, accepter tous les travailleurs qui venaient de l'Union européenne. Et d'ailleurs, à cette époque-là, l'économie britannique avait besoin de main-d'œuvre et ces travailleurs trouvaient très bien à s'insérer sur le marché du travail. Mais c'est pas du tout. On peut revoir Travail au noir de Jerzy Skolimowski qui racontait effectivement comment les Polonais venaient travailler à Londres dans les années 80. Et donc la question après des demandeurs d'asile qui viennent de pays hors Union européenne est une question tout à fait différente de celle du débat sur l'immigration qui a eu lieu au Royaume-Uni pendant le référendum. Sur la question de la circulation des marchandises, alors par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense aussi que le problème, ça ne va pas être l'allongement des files de camions et des choses comme ça, mais de façon durable. À très court terme, je pense qu'il peut vraiment se passer quelque chose quand même. Mais ça peut être géré, je pense. La question qui se pose à plus long terme, c'est effectivement, est-ce qu'on remet en place des droits de douane ? Aujourd'hui, l'Union européenne dit aux Britanniques, si vous sortez sans accord, nous remettrons en place des droits de douane. Mais les Britanniques disent, nous de notre côté, nous ne remettrons pas en place de droits de douane, sauf sur certains produits, principalement l'agriculture. Donc il y a du côté britannique toujours le souhait de rester très ouvert et de continuer à échanger librement avec les autres pays de l'Union européenne en matière de marchandises et comme vous le disiez Fabrice Ben-Simon aussi en matière de capitaux, de flux de services et de capitaux. Et là effectivement aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de mettre en place une frontière pour ces mouvements de services et de capitaux qui ne traversent pas la Manche de façon aussi simple que les travailleurs ou les marchandises. Il y a beaucoup qui croyaient et qui ne croyaient pas. Ils ne savaient pas s'ils allaient arriver ou pas. La première traversée de la Manche, 38 km, altitude 80 à 100 mètres. 45 minutes plus tard, Louis Blériot atterrit à quelques kilomètres de Douvres. Aujourd'hui, la traversée de la Manche n'est plus une aventure, mais le mythe du bras de mer à vaincre demeure. Plus farfelu, les traverser sur un tonneau et même sur une bouteille de whisky équipée d'un moteur. Sans oublier le ski, l'avion à pédales et plus récemment la planche à voile. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Malheureusement, il y a d'autres embarcations de fortune qui se sont mises en place depuis quelques mois, puisqu'une des particularités, tout de même, Sophie Gigot, c'est qu'on parle beaucoup de ceux qui meurent en Méditerranée, mais qu'il y a eu 1473 migrants qui ont tenté de rejoindre les côtes anglaises cette dernière année, à l'occasion de 157 tentatives contre moins de la moitié l'année dernière. Donc ça veut bien dire qu'il y a aussi des passeurs ou des migrants qui se disent il faut le faire, traverser ce channel avant le Brexit. Peut-être ont-ils été induits en erreur et qu'ils pensent que ça sera impossible après. Alors d'abord, c'est un argument commercial des passeurs. Dire il y a une urgence à passer coûte que coûte avant le Brexit. Et puis ensuite, c'est lié aussi aux nouvelles filières, notamment celle des Iraniens. C'est vrai que dans le Pas-de-Calais, les territoires des passeurs appartiennent essentiellement aux Kurdes, qui sont là depuis plus de 20 ans. Et donc, les Iraniens, très souvent, ont dû s'adresser aux Kurdes. Les migrants qui viennent de l'Afrique noire, eux, passent par camion parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement et leurs passeurs sont en Belgique. Donc, ils doivent monter sur les parkings en Belgique pour ensuite retourner à Calais dans les camions. En Belgique, on a retrouvé à Zeebrugge, par exemple, très récemment, le corps d'un Irakien qui avait été rejeté parce que c'est compliqué de traverser la Manche avec des embarcations de fortune, de toute façon, dans le sens continent Grande-Bretagne. Voilà, et là, depuis 2019, effectivement, c'est le nouveau créneau pour passer du côté des Iraniens. Ils se cotisent pour acheter ces Zodiac, ces petites embarcations pneumatiques. Il y en a pour à peu près 1 500, 2 000 euros. Et ils font payer à peu près 2 000 euros le passage pour pouvoir traverser. Mais donc, ça ne concerne que cette communauté qui représente actuellement à Calais à peu près 38% des exilés. On écoute Ingrid Parot, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche, sur les tentatives de traversée de la Manche, justement, par les migrants. On a des courants très forts qui s'accélèrent dans le détroit du Pas-de-Calais, qui ramènent vers la France. Donc, dans 9 cas sur 10, un migrant qui va tenter la traversée sur une petite embarcation, il n'y parviendra pas puisque les courants le ramèneront vers les côtes françaises. Et en plus, on ajoute le trafic commercial qui est extrêmement dense. C'est 25% du trafic commercial mondial avec des énormes porte-conteneurs qui font plus de 300 mètres de long. Donc, on ajoute un risque supplémentaire de collision qui est très fort.
Parce qu'il ne faut pas oublier, Thierry Drian, qu'il n'y a pas des traversées que dans le sens continent-Grande-Bretagne, mais qu'on traverse une véritable autoroute maritime qui permet de rejoindre les pays du Nord, etc. Et qu'il y a donc aussi dans cette Manche des trafics en tous sens, des trafics commerciaux et de marchandises en tous sens qui sont complexes. Bien sûr, alors je ne suis pas un expert dans ces transactions entre la Manche et l'ensemble du pays. Je suis plus modestement un dirigeant d'entreprise et je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce franco-britannique. Voilà. Plus largement, si vous me permettez, je crois que la situation que nous vivons, effectivement, vous avez raison, pose un certain nombre de questions sur l'humain. Hein, l'humain au centre de ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est aussi une triple opportunité. D'abord, une première opportunité pour repenser l'ensemble des flux business et humains entre nos deux pays, j'allais dire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça, c'est la première opportunité. La deuxième opportunité, je crois, c'est aussi, et osons et soyons un tout petit peu cocorico, valoriser notre attractivité, j'allais dire enfin retrouvée. Et puis la troisième chose, c'est que je pense que c'est une opportunité aussi pour l'Europe de réinventer son futur. Pourquoi ? Parce que lorsque l'Europe s'est créée, elle s'est créée principalement à 7. Et elle s'est créée sans la Grande-Bretagne, même s'il y avait l'intention de la faire entrer assez rapidement. Absolument. Et nous sommes aujourd'hui 27. Et à 27, les règles, les modes opératoires, les décrets d'application doivent être différents. Donc je pense que ce qui arrive aujourd'hui, finalement, est une opportunité de repenser un certain nombre de choses. Oui, ça, c'est parce que vous êtes optimiste en tant que chef d'entreprise et que vous pensez effectivement qu'on peut toujours tirer parti, justement, d'un moment de crise comme celui-ci. Mais enfin, il faut d'abord dépasser la crise pour pouvoir imaginer un avenir moins sombre. Mais vous savez, je vais vous dire, la responsabilité à chef d'entreprise, c'est tous les jours, on a des difficultés. Tous les jours, on a des problèmes. Tous les jours, on a des challenges. Notre rôle, notre responsabilité vis-à-vis des salariés qui nous font confiance, c'est de trouver des solutions. Donc, vous savez... Ça doit faire plaisir à un président comme le président Macron que vous disiez cela. C'est-à-dire que vous disiez, tout compte fait, c'est bon pour la France que le Brexit se mette en place et si possible un Brexit sans accord. Vous savez, si je peux me permettre une chose, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Ah ben, très bien, vous avez le droit. Même pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Je suis, avec l'ensemble de la Chambre de commerce franco-britannique, un ardent défenseur des relations historique, je dis bien historique, entre nos deux pays. Oui, mais vous dites que c'est une opportunité pour la France, justement. Il ne s'agit pas d'opposer les uns par rapport aux autres. Si demain, il y avait un non-accord ou un Brexit dur, un Brexit c'est un divorce, qu'il soit dur ou pas dur, c'est un divorce. Je pense que ce serait perdant, perdant, perdant. Perdant pour le Royaume-Uni, perdant pour la France et perdant pour l'Europe. D'accord ? Donc nous avons tous intérêt à faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible. Catherine Mathieu. Oui, j'ajouterais que sur la question de la frontière, effectivement, donc aujourd'hui, il y a 28 pays membres dans l'Union européenne, il y en aura peut-être 27 si le Royaume-Uni part le 31 octobre. La question, enfin, il y a de nombreuses questions posées par ce Brexit, dont une des questions, effectivement, est celle des frontières. L'Union européenne s'est, au cours du temps, jusqu'ici, élargie. Toujours élargie. C'est la première fois qu'on a un pays de l'Union européenne qui demande à partir, et c'est par ailleurs une grande économie, une des plus grandes économies de l'Union européenne qui demande à partir. Mais de façon plus générale, les questions qui sont posées par le Brexit, par exemple sur la continuité de la liberté des échanges de marchandises ou de circulation des personnes, se posent aux frontières de l'Europe. On a une Union européenne qui s'est élargie, mais aujourd'hui, on a aux portes de l'Union européenne des pays qui sont candidats à l'est de l'Europe. On a établi des relations avec la Turquie au cours du temps. La Turquie est depuis longtemps candidate pour entrer dans l'Union européenne. Elle n'est pas entrée, comme on le sait. Elle est dans une union douanière de marchandises avec l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut poser à un moment donné la question à l'intérieur de l'Union européenne d'établir des cercles, très probablement, de dire qu'il y a différents cercles selon le souhait que les pays ont d'aller vers une intégration politique et économique renforcée ou bien de garder des relations moins fortes. Et d'ailleurs, dans le très beau livre que vous écrivez, Sophie Gigot, qui s'appelle « Aux frontières de la démocratie » aux éditions du Bordelot, pour évoquer justement ces migrants du côté de Calais, de Londres et de
la Manche. Vous dites, et vous faites le parallèle avec Idomeni pour commencer, c'est-à-dire cette frontière gréco-macédonienne et ces centaines de migrants qu'on voyait passer dans le très beau film de Niki Giannari et de Maria Kourkova, qui était vraiment un film absolument extraordinaire. On voyait les gens passer en poussette, en vélo, de toutes les manières, traverser, justement, tenter de traverser cette frontière gréco-macédonienne pour nous mettre en image, d'une certaine façon, ce que c'était le passage d'une frontière et le passage d'une frontière qui est théoriquement interdite. Des spectres hantent l'Europe. C'est ça. Et oui, faisant référence à Karl Marx. Et donc on voit les trains de marchandises du capitalisme triomphant qui peuvent circuler librement là où les personnes, les familles sont bloquées. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on sait que l'un des arguments en faveur du Brexit, du vote du Brexit, ça a été cette campagne quasi hystérique sur les migrants clandestins, avec des images dans les médias anglais de ces migrants tassés à la frontière de Calais, qui, si on revient aux chiffres, représente à peu près quand même 2000 personnes par an. Parce qu'en ajoutant ceux qui sont à Calais, à Grande-Synthe, à Ouistreham, etc., on arrive à peine à 2000 personnes. Donc il faut quand même revenir à l'échelle des chiffres. Mais donc ça veut dire que cette question des frontières, en creux, elle pose la question de l'accueil. Et donc vous parlez du problème de l'intégration politique. On voit bien que là où il y a un pragmatisme économique qui permet de régler le no deal, qui permettra probablement de régler un certain nombre de questions, même s'il y a Brexit sans accord, la question politique demeure. Et le problème de l'accueil par rapport aux migrants est effectivement le point difficile, puisque les États européens le pensent toujours au prisme, non pas de l'Union européenne, mais de la souveraineté nationale, et fonctionnent, comme le dit très bien le philosophe américain Michael Walzer, comme des clubs qui se réservent le droit de coopter leurs membres sur des critères parfaitement arbitraires. Fabrice Ben-Simon et puis ensuite Thierry Drillon, justement sur ce mélange, pourrait-on dire, entre la question économique et la question humaine. Thierry Drillon me rappelle qu'il a un club, un groupe qui s'appelle le Cross Channel Institute, donc l'institut qui permet le passage de ce channel. Oui, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est ce contraste entre une intégration économique toujours plus poussée, plus intense, où y compris ce qu'on voit, c'est que les chaînes de production maintenant sont intégrées. Voilà, la voiture, l'objet qui est fabriqué en Grande-Bretagne, il transite la Manche plusieurs fois au cours de son assemblage. Les pièces viennent de différents pays, elles retournent dans un autre pays pour être manufacturées. Et puis en même temps, pour les migrants, ce sont des obstacles infranchissables. Et on pourrait prendre d'autres comparaisons. Moi, j'ai été frappé, par exemple, au cours de l'été, par cette expérience du flyboard d'un homme sur une petite planche à moteur qui franchit en 20 minutes la Manche sous les vivas, avec une grande publicité, y compris un soutien actif, y compris de l'État. Et puis en même temps, pour ceux qui veulent réussir à rejoindre leur famille, à survivre, à échapper à la dictature, à la guerre, à la faim, se dressent des obstacles très difficiles à franchir, dont parlait Sophie Gigot. Thierry Drillon, vous évoquiez en tant que président de la Chambre franco-britannique, effectivement, le pari ou le sursaut que devait provoquer justement cette question d'un Brexit, avec ou sans accord, pour les pays comme les nôtres. Dans son livre, Sophie Gigot dit que Calais est une impasse pour ceux qui sont coincés à la frontière, mais que Calais, c'est aussi une impasse pour les pouvoirs publics qui échouent à trouver une solution au problème général de la migration, plus global, et qui adoptent un état d'esprit officieux où le droit devient caduc. Est-ce que vous pensez effectivement que ça nous oblige, et vous sembliez le dire tout à l'heure, ça nous oblige que de penser à cette situation, et ça nous oblige à penser plus haut, d'une certaine façon, que simplement une simple frontière à traverser, qu'il faut réfléchir à plus? Alors, je crois que d'abord, il faut laisser aux politiques le soin de prendre les décisions politiques, et moi, je me limiterai à l'environnement économique. Alors, vous avez tout à fait rappelé, madame, que lorsqu'on parlait des migrants, on parlait de 2000 personnes. C'est à la fois beaucoup trop, et en même temps, c'est très peu au regard de ce dont nous sommes en train de parler. La deuxième chose, c'est que, et vous allez dire que je suis encore optimiste et je le revendique, que vous avez tout à fait le droit d'être optimiste. L'Europe a avancé par spasme
par soubresaut. Oui. Et que le Brexit a été l'opportunité des 27 pays de dire il y a un sujet sur lequel on est d'accord, on est dedans ou on est dehors. Mais si on est dedans, c'est dans des règles, et si on est dehors, on ne peut pas faire du one-stop shopping. Donc ça, c'est un élément que je trouve positif de l'ensemble des pays européens. Et Dieu si certains ont reçu des appels du pied pour le moins langoureux. Bon. Le troisième sujet, c'est je pense aux futures générations. Je pense à nos enfants, je pense à nos petits-enfants. J'ai la faiblesse de penser que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ce que nous vivons là sera finalement, j'oserais dire, un non-événement. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés dans nos relations franco-britanniques par des soubresauts, par des moments qui ont été des moments historiques très très importants, et je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, et que finalement la période que nous vivons actuellement, il faut absolument qu'on prenne du recul. Et vous faisiez très gentiment allusion tout à l'heure au Cross Channel Institute. C'est la première fois que nous avons créé tout simplement un think tank pour développer à l'horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'ensemble des relations économiques entre nos deux pays et de manière plus large pour faire en sorte que les talents puissent continuer à circuler au sein de cette zone qu'est la zone européenne. Fabrice Ben-Simon, par exemple, ces talents, si on pense en termes recherche et université, ils vont avoir des difficultés à retraverser si le Brexit est dur, par exemple. Est-ce que les programmes de coopération entre universités européennes de ce côté-ci du Channel et puis les programmes de coopération avec Oxford, Cambridge ou toute autre université et centre de recherche en Grande-Bretagne vont être compliqués? Alors c'est difficile à dire parce qu'il y a toute une dimension démagogique assez... comment dire, qui rend un certain nombre de choses un peu... Démagogique de l'autre côté ou démagogique ici? De part et d'autre, mais là, je pense par exemple, dans le cas pour ce qui est du Brexit, démagogique de la part des autorités britanniques qui ont construit un peu ce référendum avec des objectifs de politique intérieure. Et quand on pense, par exemple, pour répondre à votre question, à la recherche scientifique et universitaire en Grande-Bretagne, je crois qu'elle repose à peu près pour un quart, aussi bien sur le plan des financements que sur le plan des chercheurs, elle repose sur la circulation avec le continent. Maintenant, le référendum de 2016, il s'est fait en effet contre les migrants polonais et les migrants roumains, mais l'économie britannique fonctionne pour certains secteurs, comme la construction, la restauration, etc., aussi avec des centaines de milliers de ces migrants d'Europe de l'Est. Donc on est dans des contradictions qu'on retrouve dans d'autres pays, et y compris de ce point de vue-là, la France n'est pas complètement, n'est pas sur une position complètement différente, parce que les accords du Touquet dont parlait Sophie Gigot, c'est un accord assez sordide entre la France et la Grande-Bretagne. Et puis on voit aujourd'hui qu'y compris dans l'espace Schengen, dont le Royaume-Uni ne fait pas partie, mais dont par exemple l'Italie et la France font partie, on voit des frontières s'ériger de nouveau entre des pays où la circulation entre les hommes et entre des hommes était libre. Catherine Mathieu. Oui, j'aimerais dire qu'on ne peut pas résumer le vote de 2016, le référendum, à la question de la migration, parce qu'il y avait de nombreuses dimensions dans ce vote. Les Britanniques sont depuis toujours très en faveur de garder leur souveraineté nationale, d'éviter d'aller vers l'intégration politique et monétaire. Ils ont gardé leur monnaie, ils ne sont pas entrés dans la zone euro. Donc il y avait de nombreux éléments. Ils ne souhaitaient plus être sous le contrôle de la Cour de justice européenne. Mais par ailleurs, quand on dit toujours les Britanniques, le beurre, l'argent du beurre, le cherry picking, il y avait des éléments qui sont toujours là aujourd'hui. Sur l'aspect de la recherche, par exemple, le gouvernement britannique a toujours dit « Nous souhaitons continuer à accueillir les chercheurs européens, nous souhaitons continuer à participer à Erasmus, nous souhaitons continuer à participer au programme de recherche européen. » Donc en fait, du côté britannique, c'est vraiment une autre dimension. C'est choisir les programmes sur lesquels on participe, plus que se replier sur soi-même. Très brièvement, Thierry. Très brièvement, pour rebondir très exactement sur ce que vous venez de dire, aujourd'hui, ce sont 13 600 Français qui étudient dans les universités britanniques et 4 000 étudiants britanniques qui étudient dans les universités françaises. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est qu'il y a ce programme européen qui s'appelle Erasmus+, et ce programme permet à ces étudiants de bénéficier d'un soutien. Ce programme, il a été prorogé de 3 ans.
Oui, mais il ne continuera peut-être pas au bout des 3 ans en tous les cas. Et puis il y a aussi d'excellents chercheurs français qui travaillent dans les universités britanniques, comme Renaud Morieux, qui soutenait hier son habilitation à diriger des recherches sur un thème qui nous intéresse, conflit et échanges franco-britanniques au XVIIIe siècle, une histoire sociale des espaces de contact. C'était en France, mais il enseigne en Grande-Bretagne. Merci à tous et je rappelle que vous êtes l'autrice, Sophie Gigot, de Aux frontières de la démocratie, de Calais à Londres, sur les traces des migrants. Et quant à vous, Catherine Mathieu, eh bien vous êtes l'autrice de Brexit, une sortie impossible avec Henri Sterdyniak à la découverte, c'était cette année même. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier et Louise André, avec à la technique Audrey Guélil et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet.